Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, merci de nous écouter chaque jour. Aujourd'hui, cette journée encore spéciale, cette 10e mobilisation, Philippe David. Ah oui, numéro 10, et d'ailleurs, on en fera un grand sujet, ce sera notre coup de projecteur à 18h30, où on ira à Paris et dans le Grand Sud, dans les manifestations. On va l'appeler numéro 10, la journée Platini, on va l'appeler. Oui. Ou Zidane, ou Maradona, il a eu beaucoup des grands 10. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, de vous donner la parole. Vous avez envie de donner de la voix, 0826 300 300. C'est l'occasion de nous dire si vous êtes sur place en train de manifester, où que ce soit, ou une manifestation. Oui, vous voyez, j'invente des mots. C'est bien. Moi j'aime bien. Oui, écoutez, c'est pas mal. C'est quand on manifeste sans bouger, on manifestationne. C'est ce que je te dis, quand la manif va partir, il y a trop de monde. Je manifestation, tu manifestationnes. Exactement. Et c'est ce qu'on appelle bonne fête Cécile. Voilà. C'est ça. 0826 300 300. Appelez-nous si vous êtes sur place, quelle que soit la ville, l'endroit, si vous avez pu manifester ou pas. On a envie de vous entendre aujourd'hui. Allez, le sommaire de cette émission. On va revenir sur la médiation. Est-elle la porte de sortie? Comment trouver une voie de sortie justement à cette crise sociale? Ce matin, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a appelé l'exécutif à mettre en place une médiation pour tenter de trouver un compromis social. De son côté, Philippe Martinez a annoncé qu'il allait écrire à Emmanuel Macron pour résoudre ce conflit, et la réaction du gouvernement par la voix d'Olivier Véran ne s'est pas fait attendre, Philippe. Oui, Cécile, et c'est peut-être pas la réponse que tout le monde attendait, puisqu'il a dit nul besoin de médiation en fin de matinée. Alors une réponse qui est loin de mettre tout le monde d'accord. On est bien, nous, d'accord, au sein de la majorité présidentielle, puisque le président du groupe Modem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei, avait approuvé cette proposition qui, selon lui, permettait au gouvernement de rebondir. Alors, est-ce que pour vous, la médiation, c'est la solution? Qui devrait être le ou les médiateurs ou la médiatrice? Vous pensez qu'un médiateur serait une bonne chose? Un numéro, le 0826 300 300. Vous pensez qu'un médiateur ne servirait à rien? Toujours le même numéro, 0826 300 300. Et la médiation est-elle une porte de sortie? Vous dites non à 64%. On va revenir dans le coup de projecteur à 18h30. La mobilisation s'amplifie-t-elle? Selon les chiffres de la préfecture, la mobilisation aujourd'hui dans les manifestations est à la baisse par rapport à cette journée historique du 23 mars. La présence de la jeunesse dans les cortèges semble amorcer une nouvelle étape dans ces mobilisations, Philippe. Oui, Cécile, en effet, leur présence serait de 2 à 3 fois plus importante aujourd'hui selon les renseignements territoriaux, avec le blocage de près de 500 établissements partout en France. Les syndicats lycéens et étudiants appelant à la mobilisation dans la lutte contre la réforme des retraites. Alors, est-ce que vous pensez que les manifestations vont s'amplifier grâce ou à cause de la jeunesse, selon que vous soyez un pro-réforme des retraites ou un anti-réforme des retraites? Et c'est toujours le même numéro de téléphone qu'il faut appeler pour échanger avec les vrais voix. Incroyable. Je vais donner le téléphone portable de Françoise Degois. Le 0826 300 juste 300. les anti-retraites, juste vous appelez, le reste, je prends pas au téléphone. Alors, c'est même pas la peine que Philippe vous voulez qu'on donne votre numéro, Françoise Degois? C'est ça, allez-y. Ouais, allez-y, on va y aller. 06 08. Continue, tiens. La suite. Juste tu sais, je vais donner le tien, tu vas voir, ta race. Il y a eu un temps d'arrêt, mais. Non, mais vous savez que dans cette émission, tout peut arriver, c'est le Non, mais principe. c'est impossible. Vous êtes trop responsable et raisonnable pour faire ce genre de bêtises. Ah, c'est mal me connaître. Allez, non, tout de suite. Je connais trop bien quand même. Tout de suite, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. Les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc, vous les avez entendus. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe? Très bien. Vous voulez qu'on donne votre numéro, Philippe? Moi, ça ne me gênerait pas. J'aurais la majorité pour moi. Le deuxième prénom de Philippe Bilger. Je suis vaniteux, là, Le deuxième prénom de Philippe Bilger est Modeste. C'est apparu directement. Il s'appelle Philippe Néron Modeste. Je plaisantais, mais c'était pour consoler Françoise qui aurait eu peu d'adhérents au téléphone. Mais tu te rends compte un peu, ça y est, là, il attaque déjà. Mais si je donne votre numéro... Je me sens en minorité. Donc, non, tu sais, mais non. Si je donne votre numéro, Françoise, je vous appellerai, je vous jure. Françoise Degois, éditorialiste LCI. Tu donnes le numéro et le truc, personne n'appelle. Personne n'appelle. Et là, tu dis, mon Dieu. Jésus, Marie-Joseph. Priscilla Lilovski est avec nous. Bonsoir, Priscilla. Bonsoir, Priscilla. Merci d'être avec nous et présidente de la Ligue citoyenne, bien entendu. Cofondatrice et pas présidente.
ne serait pas content si je dis C'est encore mieux. Cofondatrice. Écoutez, Vous êtes montée en grade dans les vraies voix. Eh ben, écoutez, Impératrice de la Ligue citoyenne. on me dit qu'une élection vient de se terminer à l'instant. Fondatrice, c'est Voilà. bien. Hein, C'est c'est bien, bien mieux oui. que présidente. Bah oui, au moins c'est à nous. C'est qui l'autre cofondatrice? Il y en a plusieurs. Ah bon, d'accord. Ouais. Il y en a Mais c'est plusieurs. dur, c'est Il y a- dur. C'était longue. il y a Nathalie Ranf qui est le président. Oh, d'accord. Il y a Fauzi Lelouch qui est un des co-déclarants de manifestations pendant le mouvement des Gilets Il jaunes. a souvent été chez nous d'ailleurs. Oui, Fauzi Lelouch, absolument. bien sûr. Patrick Poré et Thierry Thompson. D'accord. Il y en a tellement que tu te souviens même plus. Non, mais il y a- S'ils m'entendent et qu'ils entendent que j'hésitais. Pour faire un clin d'œil à notre ami Sébastien Ménard, ça fait un 5 de basket. Hein. Voilà, c'est ça. Oui, mais Crois le vraiment que Sébastien Quel rapport Ménard serait cofondateur d'une ligue avec Priscilla Lidowski? Non mais vraiment, Et tu puis, le mec, ça rêves. fait un 5 de basket, comme Et il est le président d'un club de rapport basket. avec le basket. Eh ben, Parce je qu'il ne est sais pas. président d'un club de basket Oui, et que le basket d'accord, se joue à 5. Mais on s'en fout. On saura d'accord. jamais d'où Non ça vient. mais pourquoi tu penses à Sébastien Ménard? Pourquoi il occupe ton Parce que esprit comme j'apprécie ça? beaucoup Sébastien Mais nous Ménard. aussi on aime J'ai le bien. droit mais de on peut- l'apprécier, non Non, Mais- c'est comme les gens, tu leur dis un truc, oui, mais parce que mon frère il est gendarme. Sébastien, si tu nous écoutes, je suis ton meilleur avocat Ouais. ici. Non, non, mais on t'aime Sébastien Ménard, mais pas de là à parler de toi tous les jours. Ouais. On va pas exagérer. Alors sinon, au 0826 300 Il y a des 300, gens. il y a Johan qui nous appelle de Marseille. Bonsoir, Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Cécile, bonsoir Vérois. Ça va bien, merci et vous? Oui, vous avez un mot à dire sur Sébastien Ménard pendant qu'on y est comme ça? On clôt le dossier, non? Non. Non, moi vous savez, mon beau-frère est gendarme. C'est excellent. Il est bon, il est bon. Ah, Johan. je l'aime, On vous Johan. attendait Ça, depuis ça- si longtemps, Ah, mais- Johan. Vous faites quoi dans la vie, Johan? Je suis gendarme. responsable de... Il rigole lui-même, c'est drôle. Vous êtes responsable de quoi, Johan? Je suis responsable informatique. Ah d'accord, ils doivent se marrer les hackers. Oui. En tout cas, vous êtes notre vraie voix du jour, vous intervenez quand vous voulez. On est ravis de vous accueillir et vous allez jouer bien entendu contre l'une de nos vraies voix pour le quiz de l'actu. Et tout de suite, le son du jour. Allez, ça c'est récupéré. Et la frappe de Benjamin Pavard. Vous avez reconnu qui est né aujourd'hui, Frappe de c'est son bâtard. anniversaire. C'est son anniversaire. Aujourd'hui, mais oui, de finale c'est ça. contre l'Argentine. Mais non, ça c'est le but hier Non, soir. c'est contre le but l'Irlande. hier soir. Oui. Irlande, France. Mais Dommage que vous ne puissiez pas nous montrer le hurlement à la suite de l'arrêt phénoménal de Maignan. Ah, il Ouais. était extraordinaire, Mike Maignan, Et extraordinaire. donc Mike Pavard a eu fair play, il a dit que l'homme du match c'était Maignan. Ah oui, il a fait une Absolument. claquette sur la tête. C'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est vrai, c'est vrai. Parce que ça faisait un partout sinon. Moi, Ah je oui. crois que là, vraiment, elle Ah bah, rentrait. c'est l'aile vaut 2 points. Bon, Oui, en tout tout le cas, on monde la souhaite voyait un dedans. très Un bon bon anniversaire anniversaire à à Benjamin Benjamin Pavard, effectivement. Happy birthday to you. Happy birthday Je crois que to c'est le pire you. anniversaire qu'il ait eu. Hein. Allez, c'est bon, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et Philippe Bilger, votre réquisitoire pourrait durer 3 heures, puisque vous voulez requérir contre le mensonge en politique. Oui. Alors, non, il faut préciser tout de Oui. même. Parce que pour vous, Macron ne règle rien, il provoque, c'est ça. Oui, mais parce que Emmanuel Macron, et je préfère prendre les devants, comme je dirais un peu de mal de lui, j'espère que tout à l'heure on m'en fera gré. Oui. Mais sérieusement, Emmanuel Macron a dit qu'il allait continuer à dialoguer avec les forces syndicales. Ce que je récuse, c'est le terme continuer. Et au fond, c'est une forme de cynisme dérisoire qui prétend affirmer une vérité alors que tout le monde sait, sur ce point en tout cas, que précisément le problème a été qu'il n'a pas voulu dialoguer avec les forces syndicales, qu'il a commencé à les évoquer simplement après la manifestation monstre du jeudi, Oui. lorsqu'il a été questionné à Bruxelles. Et pourtant, je continue à penser, mais je suis naïf, parce que certainement Françoise va m'opposer le passé qu'elle connaît parfaitement, je pense que des politiques, hommes ou femmes, qui accepteraient une forme de stratégie de la vérité et de la sincérité, Oui. pour le petit comme pour le grand, auraient beaucoup plus du succès qu'on ne le pense.
Parce que le politique méprise le peuple dans la mesure où il croit que celui-ci attend le mensonge. Pas du tout. Je pense que le peuple attend la vérité. Alors, chacun a la sienne, peut-être, mais il faut arrêter de laisser croire que le machiavélisme serait nécessairement au fond de la démocratie. Moi, je suis d'accord avec vous, d'autant qu'on tord le machiavélisme. Machiavel est d'abord un très grand philosophe qui, dans Le Prince, n'explique pas forcément qu'il faut mentir. Il explique plutôt qu'il faut décider, que parce qu'on décide, la fortuna vous suit. En gros, si vous décidez, tout l'univers travaille pour votre décision. C'est plutôt ça, Machiavel. Ça a été un peu déformé, je suis d'accord. Le secret, peut-être. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la vérité. J'y vais profondément. Emmanuel Macron n'est pas le premier et le dernier président de la République menteur. Souvenez-vous, Jacques Chirac, campagne de 2002. Super menteur. Dans les Guignols. C'est son surnom. Il se fait cracher dessus lors d'un événement de campagne. Je crois que c'est en banlieue. On lui crache dessus en le traitant de super menteur. Voilà, François Hollande est un menteur patenté. Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas. On a le sentiment, et moi je le regrette comme vous, que cela fait partie, qu'on pense que les citoyens sont tellement idiots qu'ils vont même pas comprendre. Et dernier point, là il y a une liste de mensonges. Il y a Macron, mais je pense à Gérald Darmanin et Laurent Nunez. Laurent Nunez a promis sur tous les plateaux de télé ce week-end que les Braves M, la section Braves M, qui était mise en cause par l'Oopsider et Le Monde, la séquence est passée partout, serait suspendue. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Ce qu'ont vu les journalistes, la 21e section des Braves M est sur le terrain à République. Gérald Darmanin jure droit dans les yeux qu'il n'y a jamais eu d'armes de guerre à Sainte-Soline. Il reconnaît hier sur cet avou que oui, c'est vrai, il y a eu des tirs, des lanceurs et des grenades. Donc si vous voulez, c'est épuisant. Mais ça n'est pas l'apanage de ce gouvernement à sa décharge. Priscilla Udowski. Oui, je suis carrément d'accord avec ça. Et je ne vais pas remonter aussi loin. Dans le micro. Et je ne vais pas remonter aussi loin, mais juste à la crise sanitaire, quand il y a eu les premiers confinements en 2020, où Emmanuel Macron et son gouvernement affirmaient vraiment avec aplomb dans les différents discours du vendredi ou du jeudi, je ne sais plus qui se prononçait à chaque fois de manière assez bizarre, de dire et d'affirmer devant tout le monde que voilà, on n'a pas besoin de masques. Et en fait, ils ont rabâché ça jusqu'à ce qu'ils aient pu s'approvisionner. Alors que les gens sont capables d'entendre qu'une usine est à fermer, que des produits vont arriver, etc. Et que, par ailleurs, on n'a pas bien appliqué les plans précédents qui font qu'on était en pénurie. Et en fait, je comprends pas. Le discours qu'il a eu il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron, était de dire, en fait, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis dans le vrai. J'ai un peu le monopole du bon sens. Je vous dis ce qu'il faut faire. Vous comprenez pas tout de suite, mais c'est pas grave. Et c'était ce qui s'était passé pour le mouvement des Gilets jaunes avec la taxe carbone. Ils disaient qu'on n'avait pas comprise. À chaque fois, c'est juste un mot par rapport à ce que dit Philippe. C'est orwellien, hein, c'est-à-dire c'est véritablement Orwell, des stratégies de gouvernement. La vérité, c'est le mensonge. Je vous dis droit dans les yeux, des énormités. Et le premier qui pratiquait ça, mais Macron le pratique au paroxysme. François Mitterrand, qui disait toujours plus c'est gros, plus ça passe. On peut faire une médiation, les filles, on peut faire une médiation. Avec plaisir. Parce que c'est la pub. Et donc c'est le saucisson si c'est la pub. Vous restez avec nous dans quelques instants, juste après les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. On reviendra sur la médiation, éventuellement une porte de sortie. En tout cas, c'est ce que propose Laurent Berger et Philippe Martinez à Emmanuel Macron. Une main tendue que, pour l'instant, Olivier Véran, d'autres lignes c'est une main dans le visage, plutôt la réponse. On sait que c'est pas une fin de non-recevoir, mais bon, presque. Vous restez avec nous. Vous voulez en parler, vous êtes dans les manifestations, où que vous soyez, on vous attend au standard 0826 300. Qu'est-ce qu'il est fort. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix dans le cadre de cette 10e mobilisation un petit peu partout en France. On sera sur place à partir de 18h30 avec nos envoyés spéciaux. Nos envoyés spéciaux qui seront dans la manifestation de Paris. On aura notamment Clément Harion et Louis de Kergorlet. On ira également dans le Grand Sud avec Mathilde Julien qui nous parlera des mobilisations. Elle était ce matin à la manif de Sète, de Montpellier, de Toulouse, de Bordeaux, de Perpignan. C'est-à-dire qu'on fera un point un peu dans toute la France. Voilà, si vous voulez nous parler, vous savez que l'antenne vous est ouverte 0826 300 300 à n'importe quel moment. Bien entendu, on vous prendra au standard. Allez, tout de suite, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu aujourd'hui sont manifestation, médiation et dissolution. Manifestation contre la réforme des retraites. Et oui, manifestation contre la réforme des retraites. 450 000 personnes dans la capitale selon la CGT, c'est moins que la semaine dernière. Un médiateur pour négocier tout en mettant la réforme sur pause. Porte de sortie proposée par l'intersyndicale. Merci mais non merci, lui répond le gouvernement. Et puis à suivre aussi après les violences à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres sur le dossier des
méga-bassines. Gérald Darmanin entend dissoudre l'organisation Les Soulèvements de la Terre. Les vraies voix Sud Radio. 450 000 personnes dans la capitale selon la CGT qui en revendiquait presque 2 fois plus jeudi dernier. La manifestation d'aujourd'hui a donc un peu moins mobilisé. 18 000 personnes à Toulouse selon la police, 600 à 13 000 à Bayonne, 10 000 à 20 000 manifestants du côté de Montpellier. Mais beaucoup de jeunes et par exemple quelques tensions du côté de Toulouse ou de Paris. Alors à 7 dans l'Hérault, Nathalie de Force Ouvrière s'inquiète de voir la mobilisation potentiellement déborder les syndicats. On ne peut pas laisser le pays dans l'impasse comme ça, à faire des manifs toutes les semaines. Il faut se rendre à l'évidence. Donc à un moment donné, il faut quand même trouver des compromis. Il faut que le gouvernement revienne là-dessus aussi. Et quand on voit sur les pancartes, attention, mai 68 revient. Si tu nous mets 64, mai 68 revient. Tant qu'il y a les syndicats qui sont là, quelque part, il y a un maintien de la sécurité et du pays. Ça va peut-être nous dépasser parce que les gens, ils en ont gros sur la patate. Ça va dépasser les affaires des syndicats. Nathalie, secrétaire départementale FO des agents territoriaux de l'Hérault, au micro Sud Radio de Mathilde Julien. Et vous aurez corrigé de vous-même, on parlait de 6 000 à 13 000 manifestants à Bayonne. Mathilde Julien, en tout cas, qu'on va retrouver en direct à partir de 18h30 dans Les Vraies Voix, aux côtés des autres reporters Sud Radio qui ont suivi ces manifestations contre la réforme des retraites aujourd'hui. En tête du cortège parisien, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Il a plaidé pour la mise en place d'une médiation sur les retraites entre l'intersyndicale et le gouvernement. Compte tenu de la mobilisation qui ne faiblit pas, comme on l'a décidé en intersyndicale, on a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, eh bien, on essaie de trouver une solution. Nommer un médiateur. Dans la majorité présidentielle, les députés MoDem se sont dit favorables à cette idée des syndicats, mais solution rejetée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres. Et on peut se parler directement. Le président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. Pourquoi est-ce qu'il est important de le faire ? Il est important de le faire parce que déjà, à côté de la réforme des retraites, et le président de la République en a parlé, il y a beaucoup d'éléments qui ont lieu, qui ont trait au travail, qui intéressent les Français. La porte est ouverte sans passer par un médiateur et surtout sur d'autres sujets que la réforme des retraites. Une attitude du gouvernement qui agace passablement le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Ça va commencer à suffire, les fins de non-recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter par exemple des retraites. C'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période ? Donc nous, on a fait cette proposition d'un point de vue intersyndical. L'idée, c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit un fin de non-recevoir. Nous, on a proposé une voie de sortie. Il faut que le gouvernement y réponde. Apparemment, il n'est pas prêt pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans quelques heures. Et puis sur le dossier des poubelles qui s'accumulent, la CGT Déchets et Assainissement annonce par ailleurs la suspension à partir de demain de la grève des éboueurs de Paris. Suspension aussi du blocage des incinérateurs qui ont provoqué l'amoncellement d'ordures dans la capitale. Venons-en maintenant à ces suites des violences du week-end à Sainte-Soline. 2 manifestants dans le coma, dont l'un encore avec le pronostic vital engagé. Le ministre de l'Intérieur avait reconnu que les gendarmes auteurs de tirs depuis des quads en marche avaient fauté et seraient suspendus. Mais Gérald Darmanin a surtout annoncé cet après-midi la dissolution d'un des groupes à l'origine de la mobilisation. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences, et je pense notamment évidemment au groupement de faits des Soulèvements de la Terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs en effet appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des Soulèvements de la Terre.
que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Gérald Darmanin, c'était à l'Assemblée nationale cet après-midi. Une réaction, Philippe Bilger ? J'ai suffisamment dénoncé le 2 poids 2 mesures de ce pouvoir toujours au détriment de l'extrême droite et des identitaires pour ne pas me féliciter enfin qu'il y ait une dissolution des soulèvements de la terre dont le seul objectif c'est de créer, j'allais dire reprendre un terme de Gérald Darmanin, je dirais du désordre et de la violence. Françoise Dougal. Ça me va très bien, ça me gêne pas du tout. Je suis aussi satisfaite que Génération Identitaire soit dissoute, que les soulèvements de la terre. Voilà, il y a un moment donné, la lutte, on peut pas la mener. Il faut la mener avec vigueur, avec radicalité, mais ça ne peut pas être quand vous allez sur le site de soulèvement de la terre. Moi, je suis une femme de gauche, ça me fait froid dans le dos quand même. J'ai pas du tout envie. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Hein. L'extrême gauche. C'est une idéologie qui est portée absolument par certains courants. Qualifier la NUPES et Mélenchon d'extrême gauche, c'est une erreur. C'est fait volontairement pour délégitimer. Mais l'extrême gauche a une fonction, une histoire. Et voilà, donc ça me va très bien. Oui, ça me va très bien. Je n'ai pas été sur ce fameux site et du coup je ne sais pas s'il existera encore le temps que j'y aille. J'aimerais bien voir ce qu'ils proposent sur leur site, mais moi j'ai entendu simplement des gens de leur collectif s'exprimer et moi je me dis la médiation elle ne doit pas concerner que l'intersyndicale parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans la rue, ils se mobilisent de plus en plus. À qui il faut parler parmi ces jeunes-là? Alors ce sera peut-être pas ceux de Soulèvement de la Terre ou je ne sais pas si j'ai bien prononcé le collectif. C'est pas les Amis de la Terre, hein, Soulèvement de la Terre. Mais en l'occurrence, ils sont là et ils se mobilisent et ils se mobilisent pas de la manière dont ça arrange tout le monde. Donc je pense qu'ils doivent faire partie de cette médiation. 0826 300 300, vous avez envie de nous parler, nous dire que vous êtes dans les manifestations, pourquoi vous y êtes aujourd'hui, pourquoi vous n'y êtes pas aussi. La médiation est-elle la porte de sortie? On va en parler dans quelques instants. Cette main tendue de Laurent Berger et de Philippe Martinez a peut-être reçu une fin de non-recevoir. On va en parler dans quelques instants avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Priscilla Ludowski sont avec nous. Et on vous attend au standard. À tout de suite, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue en tout cas aujourd'hui dans Les Vraies Voix jusqu'à 19h avec Philippe David, avec Philippe Bilger, avec Françoise Degois, avec Priscilla Ludowski. Nous sommes ensemble bien sûr pour évoquer cette 10e journée de mobilisation sur cette médiation et à partir de 18h30 avec des envoyés spéciaux sur place, que ce soit à Paris ou à côté dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud. En tout cas, on aura nos envoyés spéciaux qui nous raconteront du côté des jeunes et de voir si effectivement il y a encore des violences aujourd'hui. Vous voulez nous en faire part, c'est facile. 0826 300 300. En attendant, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'intersyndicale va écrire au président pour demander une pause et une médiation. Il faut mettre, on appelle ça sur pause, il faut mettre en suspens la mesure des 64 ans. C'est ça qui polarise toutes les oppositions. Il faut qu'on rentre dans un processus de médiation. On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement pour pouvoir parler. C'est un dialogue de sourds. Les 64 ans, Emmanuel Macron ne veut pas y toucher et les syndicats, eux, c'est leur ligne rouge. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. L'idée, c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit un fin de non-recevoir. C'est un geste d'apaisement que réclame Laurent Berger au gouvernement. Le patron de la CFDT et Philippe Martinez de la CGT ont appelé ce matin Emmanuel Macron à mettre en place une médiation pour tenter de trouver un compromis social à la crise des retraites. On vous pose cette question, la médiation est-elle une porte de sortie? Vous dites non à 68%. Et vous dites aussi notre cher président va sortir la tête haute de ce mauvais pas à l'aide de ses copains du Conseil constitutionnel, Philippe. Oui, et puis nul besoin de médiation, avait répondu le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l'intersyndicale, une réponse qui est loin de faire l'unanimité, puisque Jean-Paul Mattei, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, avait approuvé cette proposition qui, selon lui, aurait permis au gouvernement de rebondir. Alors, est-ce que vous souhaitez une médiation? Est-ce que c'est la solution? Ou est-ce que vous pensez qu'une médiation ne sert à rien? Que maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui dira oui ou non? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Jean-Christophe Gallien, est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir.
Vous êtes politologue et conseiller en communication. Faire un tour, bien sûr, de nos vraies voix aujourd'hui. Philippe Bilger, cette main tendue qui reçoit une non-réponse. Une gifle. Alors, il est clair qu'on peut considérer que la manière dont Emmanuel Macron a géré le problème des retraites est catastrophique. En même temps, on n'est pas obligé de sanctifier les oppositions syndicales et politiques. Mais moi, je trouve que Emmanuel Macron a cru bien jouer et qu'en réalité, il s'est enfermé à nouveau dans une forme de nasse. Parce que lorsqu'il dit, lors de son entretien à Bruxelles, je suis à la disposition des syndicats pour dialoguer avec eux, mais ils ne m'ont jamais fait la moindre proposition. Eh bien, précisément, les syndicats, aussi bien la CGT que la CFDT, font des propositions qui ne semblent pas absurdes, puisque pour Laurent Berger, par exemple, c'est une pause, et en particulier la nomination d'un médiateur, avant même que le Conseil constitutionnel statue à la fin dans 3 semaines. Oui. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, la solution proposée par les syndicats est pertinente, même elle ne sera pas acceptée parce que il y a une mauvaise foi gouvernementale certaine qui considère qu'on n'a pas besoin de médiateur alors que même les deux parties sont dans un affrontement total. Il faut plus que jamais un médiateur. Là, je suis totalement d'accord avec la proposition de Laurent Berger en particulier. Ouais. Françoise de Gouaix, je dis justement, on avait la vice-présidente de la CFTC ici vendredi qui a dit qu'ils avaient fait, les syndicats, la CFTC et d'autres, des propositions. Il faut bien rappeler aux gens qui nous écoutent, parce qu'ils n'ont peut-être pas été attentifs, que la médiation concerne, il faut lever les 64 ans. On met pause sur 64 ans. Les syndicats vont pas à Canossa pour discuter avec le gouvernement, demander un moment d'apaisement et revenir sur leur revendication principale, c'est le 64 ans. Donc il faut bien le rappeler. Moi je pense que c'est la solution de sagesse et c'est assez finement joué de la part de l'intersyndicale, parce que c'est pas que Laurent Berger et Philippe Martinez, c'est l'intersyndicale, c'est assez finement joué parce que il continue de refiler au bon sens du terme, et il a raison d'ailleurs, pour moi, le mistigris de la surdité, du manque d'empathie à Emmanuel Macron. Je ne sais pas combien de temps Emmanuel Macron peut dire non à tout. Je ne sais pas combien il faut de millions de gens dans la rue. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans ce pays pour que cet homme bouge et sorte de son entêtement profondément situé. Il en a fait une affaire personnelle maintenant de la question des retraites. Donc je trouve qu'il y a une vraie sagesse, sans sanctifier la CFDT, que je n'ai pas souvent sanctifié non plus, faut le dire. Il y a une vraie sagesse de la part des syndicats et une vraie finesse politique à inlassablement tendre la main au président qui, à chaque fois, la mord. Parce que c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous avez vu l'attitude de Véran, la réponse en sortie du Conseil des ministres. Non seulement c'est une claque, mais l'arrogance. Mais est-ce que ces gens vont-ils comprendre que c'est leur arrogance qui les tue, en fait? Ils diraient la même chose avec une attitude un petit peu moins arrogante, mais c'est épidermique. Comment peut-on supporter 4 ans encore ces gens-là? C'est terrible. Priscilla Ludowski. Moi, je trouve qu'on a un président qui a une pratique de la gouvernance démocratique très perverse. En fait, d'un côté, il fait appel au dialogue, à l'ouverture, au débat, et puis d'un autre côté, il refuse, via son porte-parole, d'ouvrir cette phase de médiation. Moi, je suis pour cette phase de médiation parce qu'il a fait un appel via ses représentants à un apaisement. Il a appelé les syndicats à demander et à condamner surtout les violences dans les manifestations. Donc, l'alternative, c'est de discuter, et il refuse. Donc, on peut se poser la question de la raison pour laquelle il refuse. Est-ce que c'est parce qu'il craint que, justement, par cette médiation-là, on arrive à défaire ce qu'il a essayé de faire? Voilà. Je pense que c'est ça, il a cette crainte-là, et comme il a les pleins pouvoirs, il exerce ses pleins pouvoirs en refusant. On va revenir sur ce qu'a dit Olivier Véran. Nous saisissons la proposition de Laurent Berger de se parler, mais directement. Nul besoin de médiation. Jean-Paul Gallien, est-ce que c'est une façon élégante? Jean-Christophe Gallien, pardon. Façon élégante, si je puis dire élégante entre guillemets, de repousser les propositions de cette intersyndicale? Ce qui est important dans le discours de Véran aujourd'hui, c'est d'abord de dire oui, on n'en a pas besoin, très concrètement, et tout de suite s'emparer de la question de l'ordre et de la violence. Donc, je pense qu'au cœur, au sein du gouvernement, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de choix, si ce n'est qu'à l'Élysée, on n'a pas très envie d'aller au bout pour 2 raisons. Parce que
et chez les syndicats, c'est un petit peu mon petit bémol par rapport à ce qui était dit jusqu'à présent, je dirais les unions, les fédérations, les confédérations sont largement débordées par leur base aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que il y a une accusation auprès des directions venues des bases qui est de dire « vous n'avez rien obtenu, on a perdu ». Ça, c'est un point essentiel. Et rappelons-nous que Emmanuel Macron, comme Elisabeth Borne, ont parlé de victoire lors du 49.3. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui fait que je ne pense pas que ça soit aujourd'hui tout à fait audible par le gouvernement, et comme François, je dirais qu'ils n'en ont pas très envie, ou c'est pas là-dessus, c'est parce que ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans la rue, c'est plus du tout et plus seulement la réforme des retraites. Absolument. C'est plus le 64 ans, c'est très au-delà de tout ça. Et on est dans un contexte où on est sur une bataille qui s'est recentrée sur la question de la violence, mais qui va évidemment très au-delà. On a comme si vous voulez, on a non pas une agrégation, on a une convergence, mais pas des luttes, si vous voulez, mais une convergence de ce qui était au départ du mécontentement, qui est devenu progressivement une colère, et aujourd'hui qui est une convergence des colères. Ça veut dire que c'est une colère, des colères profondes. Comment, si vous voulez, la médiation réglera l'affaire. Ce sont, des colères profondes qui arrivent qui viennent depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui. Depuis 2017. Exactement. Exactement. Il y a une colère sur le président même. Non, il y a des colères. Je suis d'accord avec vous. Non, mais je vais dans tout ce que vous dites. Mais il y a aussi, ça s'est complètement reporté à nouveau sur la personne même et la manière de gouverner d'Emmanuel Macron. Borne n'est jamais dans les cortèges, ni Véran, tout le monde s'en fout et du sopt. Sérieusement, Darmanin sur la question de l'ordre, sérieusement, c'est encore la personne d'Emmanuel Macron, sa manière de gouverner qui est au cœur aussi de la tourmente. Jean-Christophe, est-ce que si la médiation pouvait survenir, quelle que soit l'hostilité bien au-delà des retraites, est-ce qu'au fond, ça ne pourrait pas être un bon coup à jouer par le président? Parce que, certes, il se verrait opposer des arguments très forts, mais les syndicats eux-mêmes participeraient à un mouvement qui, naturellement, affaiblirait leur dureté. Et donc, est-ce que peut-être même irait-on jusqu'à discuter du fond véritablement des retraites? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je vais très vite, Cécile et Philippe. Compte tenu des violences que l'extrême gauche met en œuvre systématiquement, est-ce que la volonté d'Emmanuel Macron, paraît-il, de se présenter comme le représentant du parti de l'ordre contre le désordre absolu est une perspective qui peut être efficace? Jean-Christophe Gallien. Alors, sur le premier point, je pense que la médiation, elle ne réglera en rien l'enjeu majeur, la problématique majeure pour Emmanuel Macron, c'est la mission qu'il a donnée à Elisabeth Borne et qui est inatteignable, c'est-à-dire de créer une majorité de gouvernement. Il a reconnu lui-même qu'il avait essayé en sortie d'élection présidentielle qu'il n'y a pas réussi après législative. Et qu'ensuite, il s'était dit que finalement, il avait géré en boutiquier du Parlement, si vous voulez, quelque chose qui marcherait texte après texte. Et il se rend bien compte que c'est compliqué aujourd'hui. Donc, la médiation, en l'occurrence, ne lui permettra pas sur la seule majorité qu'il peut agréger demain, c'est celle des Républicains en grande partie, de créer ce contexte de majorité non plus relative au Parlement, mais en tout cas d'agrégation de majorité. Donc, premier point. Sur le deuxième point... si vous voulez, je pense même que la narration de la violence, et avec celle-là, si vous voulez, l'idée qu'il y a un rempart, il y a des gens qui veulent l'ordre, il y a des gens qui veulent défendre le bien, les personnes, et ainsi de suite, c'est ce qui est, semble-t-il aujourd'hui, l'essentiel de l'intervention des acteurs gouvernementaux. Si on les prend les uns après les autres depuis ce week-end, en réalité, ça a changé. Ça peut encore changer, évidemment, d'ici la fin de la semaine, mais c'est la réalité. Donc, pareil, la tension et la mise en tension, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est, semble-t-il, perçu comme lui-même permettant de sortir de la crise en agrégeant une majorité qui serait contre ce mouvement qui devient de plus en plus violent. Alors, la réalité, c'est que c'est presque faux, puisque quand on regarde les études post 13 heures de la semaine dernière, si vous voulez, où pourtant là, on voulait parler à cette France-là, à une France qui est présumée plus âgée, en province, qui veut de l'ordre, qui veut de la protection, ainsi de suite. Eh bien, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché du tout. C'est même une erreur de pré-campagne. Moi, j'avais dit que c'était une forme de pré-campagne avant une dissolution qui viendra dans quelques semaines. Là, pour le coup, c'était une erreur. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on voit encore des sondages qui montrent qu'il y a un soutien malgré la violence. Il y a un soutien malgré... Jean-Christophe, ça réagit beaucoup au téléphone. 0826 300 300, Johan qui veut réagir. Rebonsoir, Johan. Rebonsoir. Ouais, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été évoquées. Globalement, je suis d'accord avec M. Gallien. Je pense que la médiation pourrait être, à mon sens, un signal du gouvernement pour dire on écoute, on est prêt à vraiment dialoguer à ce moment-là. On écoute ce que vous avez à dire. Cependant, ça ne réglerait pas forcément tout, parce qu'effectivement, je pense que la contestation aujourd'hui a dépassé le simple cadre de la réforme des retraites. On est un petit peu, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu comme en 2019, où à l'époque c'était le prix de l'essence. Aujourd'hui, c'est la réforme des retraites qui met le feu aux poudres et où en fait il y a une sorte de soulèvement de la population sur des enjeux beaucoup plus profonds et beaucoup plus ouais, absolument, on a compris, c'est un peu ce que tout le monde pense. Damien, 0826 300 300 qui nous appelle de la Gironde. Bonsoir Damien, pardon d'avoir été un petit peu long. Vous avez manifesté à Bordeaux aujourd'hui. Oui, bonsoir tout le monde. Tout à fait, ouais. J'en sors tout juste de la manifestation autorisée et un petit peu de celle qui n'était plus autorisée derrière. Et j'en suis parti justement il n'y a pas longtemps. Et comment ça s'est passé ? Comment c'est passé ? Il y a du monde ? Ouais, une énorme, vraiment une très très grosse mobilisation encore sur Bordeaux aujourd'hui. Il y avait énormément de monde, très très bon enfant, comme d'habitude jusqu'au départ de la partie moins autorisée. Où là ça a commencé un petit peu à se frictionner, mais c'était belle manif dans l'ensemble. On va voir comment ça va se poursuivre ce soir. Damien, une question, on parle que des retraites ou on parle d'autres choses dans les cortèges ? Non, justement, si vous me permettez, je veux bien profiter de l'intervention pour deux choses. D'une part, ce point-là, et aussi la question des violences qui est centrale. Là, clairement, je pense qu'on n'est plus... La retraite est le point de départ, mais on n'est plus là-dessus. On n'est plus là-dessus. Pour beaucoup, la question de la 5e République et de ses problèmes est vraiment prégnante au sein des gens, quel que soit leur syndicat, qu'ils soient syndiqués ou pas d'ailleurs. On est sur quelque chose qui est au-delà. Le texte de la retraite est le prétexte et le cœur de la bataille, mais on sent bien profondément qu'on est au-delà. Vous restez avec nous, Damien. C'est étonnant parce que ce que dit Damien, j'ai l'impression d'entendre ce qu'on entendait des Gilets jaunes. On disait toujours, la base c'était le prix de l'essence, et en fait ça, c'est parti sur d'autres sujets. Et oui, mais je pense... plus grave, mais c'est ce qu'on disait au début. On démarre sur quelque chose et finalement la colère s'élargit. Il y a un malaise plus profond. D'abord, c'est le mal et c'est la construction française. La République, la France est toujours construite par la rue. Après, il y a toujours eu un pouvoir qui a toujours dit attention le chaos, et une rue qui résiste et qui réforme et qui progresse. Toute la France, la République se construit dans la rue. Vous prenez le Front populaire se construit dans la rue. À chaque fois, ça accouche de progrès. Donc, ce petit jeu de nous sommes le parti de l'ordre, à chaque fois ça fonctionne, et Jean-Christophe a raison de le dire. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que voilà, c'est habituel depuis que le monde est monde et que la France est France. Deuxième point, pour aller dans ce que dit notre auditeur de Bordeaux, Damien, pardonnez-moi Damien, sur la profondeur, bien sûr, sur la profondeur du mouvement, sur tout le ressenti, la vision démocratique. Et je voulais juste dire, la jeunesse, lui demander s'il y avait beaucoup plus de jeunes que la dernière fois, car la jeunesse ne manifeste pas que pour les retraites, elle manifeste pour Parcoursup, elle manifeste contre Parcoursup, contre la réforme des lycées et pour l'écologie. Damien, est-ce qu'il y a plus de jeunes aujourd'hui ? Ouais, beaucoup. Et une partie du cortège qui fait partie de mes préférés, c'est toujours les plus festifs, il y a toujours de la musique et c'est toujours une des parties les plus sympas du cortège. Mais énormément de jeunes et de syndicats d'étudiants, c'était assez visible aujourd'hui, clairement. Jean-Christophe Gallien, vous avez entendu Damien qui était dans les manifs, vous avez entendu Johan. Vous avez une question, Priscilla Ludowski, alors allez-y. Oui, pour Jean-Christophe Gallien, bonsoir. En fait, je me posais la question de la forme, on parle beaucoup du fond, et je me pose la question de la forme. Quelle forme elle pourrait prendre cette médiation ? Est-ce qu'on parle d'un tiers comme la CNDP, comme le CESE ou une personnalité même. Et ou est-ce que même historiquement il y a on a des exemples de médiation qui ont bien fonctionné. Et je vais ajouter une deuxième question, que vous êtes quand même conseiller en communication, Jean-Christophe Gallien. Sans toutes les fautes de communication, les factieux, la fin de non-recevoir en cours, est-ce que ça n'a pas mis beaucoup d'huile sur le feu, les erreurs de com ? D'abord, quelle forme ça pourrait prendre cette médiation ? Il reste une toute petite minute.
Alors, la médiation, on murmure, et même si M. Berger a dit qu'il n'y avait rien eu de suggéré, on murmure des personnalités plutôt. Bien sûr. Des personnalités qui seraient plutôt, j'ai entendu des noms de chefs d'entreprise, de leaders vieux, passés du monde syndical. Voilà. Bon, après, moi, j'y crois pas un seul instant parce que je n'imagine pas Emmanuel Macron dans ce contexte-là, si vous voulez, se laisser aller. Pour lui, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque perdre la face. Et on en est là. Et ça rejoint votre question sur les erreurs de communication. La plus importante de mon point de vue, je pense que pourtant, s'ils avaient fait un vrai choix de média planning, qui moi m'a surpris, c'est encore une fois un mouvement majeur de ce qui s'est passé. Vous parlez de la jeunesse. J'étais à la place de la République et au début du cortège cet après-midi. Très court. En début de l'après-midi, il y avait beaucoup de jeunes gens. Et les jeunes gens, ils sont sortis depuis le 49.3, beaucoup, et depuis l'intervention d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas eu de prise et même il y a eu un effet qui est venu donner du carburant, si vous voulez, à cette espèce d'agrégation des colères. Et Françoise a raison. Merci. Parcoursup, attention, Parcoursup, c'est très important. Oui. Voit de plus en plus d'étudiants, je veux le signaler, venir déjeuner au Secours populaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a tellement obligés de partir loin de leurs domiciles familiaux qu'ils n'arrivent plus à assumer, au-delà du logement, la nourriture. C'est ça aujourd'hui l'enseignement supérieur dans ce pays. Et là, c'est un vrai souci. Merci beaucoup Jean-Christophe Gallien. Je rappelle que vous êtes politologue et conseiller en communication et vous êtes 68% à penser que la médiation n'est pas une porte de sortie. Et merci aux auditeurs qui nous ont appelés. Damien, merci beaucoup. Johan, vous nous rappelez quand vous voulez, 0826 300 300. Et c'est comme Damien, vous êtes dans la manifestation, bien entendu, vous pouvez composer ce numéro. Aude vous attend derrière cet appel. 0826 300 300. À tout de suite dans un instant. Le Kikadi, parce que maintenant ça devient le Kikadi. À 17h53, j'ai envie de dire Aude à la mauvaise foi. Oh, j'aime ce geste du Corcovado que vous faites à chaque fois que le quiz arrive. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Priscilla Ludowski ce soir, avec Françoise Degois et Philippe Bilger comme d'habitude. C'est un peu la soirée de la tartoche ici. J'ai l'impression qu'on est dans une manifestation. Bientôt, il y aura des merguez dans ce studio. Est-ce qu'on peut remercier le Paysan 47? Paysan 47, merci beaucoup. On déguste son dernier foie gras qui est sublime. Et on peut remercier Cécile de Bénibus, que vous ne connaissez pas, bien sûr, qui est très sympa, c'est pas vous, rien à voir avec vous. Elle gagne à être connue. Rien à voir avec vous. Moi, je rêve de la rencontrer. Eh ben, la saucisse est divine. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu Kikadi. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Johan? Autant que faire se peut. Alors, Johan, 3 possibilités. Philippe Bilger, Françoise Degois ou Priscilla Ludowski? Jouez contre. Si vous voulez perdre. On va dire Philippe Bilger. Bonjour. Voilà. Écoutez, on est prêt. Donc, les filles ensemble avec Johan contre. Allez, on démarre. C'est une question Kikadi, comme par hasard. Le temps est venu de trouver des points de convergence avec les syndicats et de renouer le dialogue. François Bayrou, Philippe Vigier. Édouard Philippe. Non. Il est président de groupe. Philippe Vigier. Non. C'est le président du groupe Modem. Oui, bonne réponse. Non, mais attends, mais j'ai dit président du groupe Modem. Oui, mais il n'y avait pas le nom. Ce sera mes 2 seuls points. Hier, on a planté comme ça parce que l'autre avait donné le nom et lui la fonction et on a dit celui qui avait donné. François Priscilla ne triche jamais. 1 minute 42. 2 points pour Philippe Bilger. Deuxième Kikadi. Kikadi, nous sommes le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Olivier Véran. Bonne réponse de François. J'aurais cru Darmanin. Ouais, Johan. Oui, moi j'aurais dit ça. Ça y va. T'aurais dit qui? Mais je l'ai dit. Kikadi, nous voulons la révolution citoyenne par les urnes. Mélenchon. Non. Mathilde Panot. Bonne réponse de Françoise C'est Degois. Mathilde Panot, effectivement. Allez, on y va. On envoie du bois. Kikadi, il y a une volonté de la part du président de la République de radicaliser le mouvement, de susciter de la colère. Philippe Martinez. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non, il était sur Sud Radio tout à l'heure. Avec Jean-Jacques Bourdin. Oui, il y a une volonté de radicaliser. Bonne réponse de Philippe Bilger. Mais qu'il a dit hors des micros en se jetant vers Cécile. De savoir Priscilla de rapidité. 4 partout. Attention, Fabien Roussel. Johan, pour l'instant, attention, on est à 4 partout, ok? Allez. Alors, Kikadi, en parlant du départ de Philippe Martinez de la CGT, je ne vais pas lui dire bonne retraite, mais bon vent. Laurent Berger. Ouais. Bonne réponse de Françoise. C'est Laurent Berger.
6-4. 6-4. Et qui qu'a dit? Il n'y a chez nous aucun état d'âme, pas de sujet. Il n'est question ni de coalition ni de pacte de gouvernement. Ah bah c'est la droite, c'est Olivier Marleix. Bonne réponse de Françoise Degois. Marleix, ça a été plus rapide. Oui, mais je ne cherche même plus dans ces cas-là. Alerte enlèvement, Priscilla Ludowski. Faut pas compter sur moi. Allez, la dernière. Qui qu'a dit? Ça va commencer à suffire. Les fins de non-recevoir à la Laurent discussion. Bonne réponse de Françoise Degois, qui a été plus rapide. Au moins, j'ai Je l'ai dit en premier. Il a dit Je l'ai plus dit en vite. premier. On l'a dit en même temps. Mais je vous en prie. Pour une fois que j'ai dit un truc. Johan, qui a gagné? Je peux vous le dire qu'il a gagné 10-4. Bravo, Johan. Johan 10-4. Mais vous êtes ensemble. Il faut toujours faire confiance aux femmes. Bah Bravo, oui, Johan, c'est on ça, a c'est ça. gagné, on a gagné, on a battu Bilger, on a gagné, on l'a Et vous foutu avez raison. une plumée. Vous avez raison de l'appeler Bilger, il adore ça, ça lui fait plaisir. Françoise Degois a pété un Allez, câble. vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David avec une info qui est passée Je m'améliore. totalement inaperçue. On fera ce qui clique sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu et puis on reviendra bien entendu avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Comme d'habitude, c'est leur actu, ils ont envie d'en parler, vous voulez le partager, 0826 300 300. Si vous ne connaissez pas ce numéro, ça n'est pas normal avec le nombre de fois où on le dit. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça n'est pas fini, l'antenne de Sud Radio et des vraies voix vous est ouverte jusqu'à 19h, 0826 300 300. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Priscilla Ludowski est avec nous. Vous voulez bien sûr échanger, nous dire si vous êtes aujourd'hui mobilisé sur une manifestation, quelle que soit la ville, vous nous appelez bien entendu, ou vous savez pas pu le faire, vous nous le dites, ou si vous êtes contre, tout bonnement, c'est le même numéro, on sera ravis de vous accueillir. Allez tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. We've got America's enemies led by China forming a new economic bloc. La voix que vous venez d'entendre est celle de Monica Crowley, ex-secrétaire adjointe au Trésor des États-Unis sur Fox News, avec des propos pour le moins peu ambigus. Je vous les traduis. Les ennemis de l'Amérique, menés par la Chine, forment un nouveau bloc économique. Oui, l'information a été totalement oubliée en France, tant par les médias que par le monde politique. Et la semaine dernière, alors que c'est l'information économique la plus importante depuis 1971, date à laquelle Nixon a décidé la fin de la convertibilité du dollar en or, voire même depuis 1944 et les accords de Bretton Woods qui faisaient du dollar la monnaie mondiale. En effet, la Chine et la Russie vont désormais échanger en yuan et d'autres pays vont probablement faire de même, et pas les moindres, comme les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui, c'est de notoriété publique, ne vendent pas du tout de pétrole ou de gaz dans le monde. Un changement fondamental passé inaperçu, alors qu'on pourrait peut-être nous aussi négocier de payer nos matières premières en euros pour ne plus être tributaire du billet vert. D'ailleurs, dans cette vidéo, l'ex-secrétaire adjointe au Trésor dit tous les avantages que c'était pour les États-Unis. Mais comme disent les Américains, le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Une décision qui va changer beaucoup de choses et pour laquelle personne n'a réagi en France. Ouais. Parce que c'est pas une information nouvelle. En réalité, c'est quelque chose qui n'est pas passé inaperçu il y a 2 mois, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est dans les tuyaux. Ça dit aussi beaucoup de notre aveuglement à nous, occidentaux. Je le redis, sur le conflit en Ukraine, par exemple, nous sommes persuadés que l'ensemble du monde occidental est à nos côtés. Ça n'est pas vrai. L'ensemble du monde. L'ensemble du monde est à nos côtés, ça n'est pas vrai. Hormis, bien sûr, nos alliés dans la zone Pacifique que sont les Japonais, la plupart des grands pays émergents ne prennent pas parti dans ce conflit pour la vieille Europe, ne perdent pas parti pour les pays en gros de la zone OCDE. Et donc bien sûr qu'on est dans un renversement du monde, bien sûr la question n'est pas de l'accepter ou pas, il est là. Nous sommes là. Le yuan qui devient une monnaie, un étalon, l'équivalent qui va devenir du dollar. La fin du dollar. Eh bien, nous en sommes là. Et vouloir se crisper, vouloir dire mais non, c'est pas possible, etc. Essayer de retenir, c'est plutôt comment on accompagne et comment on transforme. Vous savez, ces pays, le Brésil, ils n'ont pas envie d'être l'Afrique. On critique beaucoup l'Afrique, mais l'Afrique dit nous, quand on a des guerres civiles, vous envoyez pas un seul avion pour venir protéger nos populations civiles. Qu'est-ce que nous devons véritablement à l'Occident ? Comprenez
savez bien que si on regarde le monde du point de vue de notre point de vue occidental et européen, eh bien, c'est une vision qui est biaisée. Mais c'était le coup de gueule, c'est qu'on n'en parle pas assez, à mon avis, en France. Je suis assez d'accord avec vous, mais bon. Non, mais moi, je ne connais rien à ce problème, mais je comprends que je trouve regrettable que, évidemment, l'emprise de l'Occident dans ce qu'il a de meilleur soit battue en brèche. Je rejoins ce que dit Françoise. On le constate, même quand on n'est pas très doué en géopolitique. C'est évident. Ça fait depuis l'Ukraine, en fait. Oui, bien sûr, ça se voit. Priscilla, un mot. Non, j'allais juste dire que le conflit qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, ça va un peu plus loin. Ils sont en train d'auditionner le PDG de TikTok. Ils sont en train de sur les données avec des questions un peu stupides pour avoir vu quelques extraits de l'audition. Il y a le sommet mondial pour la démocratie que Biden a lancé, le second, où la Chine s'est plaint d'être exclue. Donc on sent que petit à petit, il y a une volonté tentative peut-être de les isoler, même si ce ne sera pas vraiment le cas. Et Kissinger a parlé de guerre froide entre la Chine et les USA. Et bien sûr, on y est. Ça avait commencé avec Obama déjà, et là, nous sommes dans un durcissement terrible et qui est assez effrayant, je trouve. En parlant de guerre froide, le top clic avec Félix Mathieu, on va revenir sur l'organisation Les Soulèvements de la Terre a réagi sur les réseaux sociaux à la procédure de dissolution à son encontre. Oui, procédure de dissolution annoncée par Gérald Darmanin après les affrontements à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres ce week-end sur le dossier des méga-bassines pour continuer à suivre les soulèvements de la Terre malgré la tempête. Si la procédure de dissolution aboutit, on préfère prendre les devants. Ce compte risque de ne plus être accessible dans les prochains jours. Voici plusieurs moyens de rester informé, écrit le compte Twitter des soulèvements de la Terre, et de partager une boucle Telegram, un compte du réseau social alternatif Mastodon ou encore un blog de Mediapart au nom des soulèvements de la Terre, l'organisation écologiste qui retweet aussi les nombreux soutiens indignés par l'annonce de Gérald Darmanin. Fatima Wassak, par exemple, écrit « Dans un contexte d'urgence climatique, le ministre de l'Intérieur annonce vouloir dissoudre les soulèvements de la Terre. C'est dire la mascarade que constitue la politique écologique de ce gouvernement. Non à la criminalisation de la lutte écologiste. » Tweet de soutien aussi de Philippe Poutou, par exemple, qui écrit « En vrai, c'est la contestation sociale que Gérald Darmanin et sa bande d'ultra-réprimeurs veulent dissoudre. Le combat est rude, mais les manifs d'aujourd'hui montrent que ça n'est pas fini. » Bon, au contraire, de l'autre côté de l'échiquier politique, le président de la région Sud-PACA salue cette décision de dissoudre les soulèvements de la Terre. Quand on prône l'insurrection, la destruction et le soulèvement contre l'ordre républicain, alors on n'a pas sa place en démocratie, écrit Renaud Muselier sur Twitter. Et pendant ce temps, une autre organisation opposée aux méga-bassines s'en prend à Gérald Darmanin, Félix. La Confédération Paysanne repartage ce montage vidéo du Huffington Post. Comment Gérald Darmanin a changé de version en 1 heure hier à propos de la réalité des tirs de LBD par des gendarmes sur des quads en marche à Sainte-Soline. 1 heure qui sépare ces deux séquences. D'abord une conférence de presse du ministre de l'Intérieur, puis son passage dans C'est à vous sur France 5. Non, les gendarmes n'ont pas lancé de LBD en quad. Vous savez, ces quads qu'on voit arriver, ils étaient utilisés pour lancer des grenades en effet lacrymogènes pour repousser les personnes. Il y a eu 2 lanceurs de LBD. Le ministre de l'Intérieur finalement contraint de reconnaître des tirs de LBD depuis des quads, vu que des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. Des tirs depuis un quad en marche qui, selon Gérald Darmanin, n'étaient pas réglementaires ni conformes aux instructions. Il assure que les gendarmes concernés seront sanctionnés, seront suspendus. Difficile. Réaction, on a tout dit, je crois. Hein. Je pense qu'on a tout dit. Personne ne peut accepter de voir des CRS tomber parce qu'ils prennent des pavés dans la tête, et personne ne peut accepter qu'un manifestant soit encore entre la vie, voire 2, entre la vie et la mort à l'hôpital. Voilà, il y aura des zones d'ombre à voir, il y aura des zones d'ombre à soulever. Il faut une commission d'enquête parlementaire sur la façon dont les secours ne sont pas arrivés, sur le temps qu'ont mis les secours, avec le médecin du SAMU régulateur qui l'affirme à 2 reprises. Nous avons l'ordre du commandant de la gendarmerie de ne pas venir sur place. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que les ordres ont été mal compris? On ne peut pas mourir dans une manif, qu'on soit gendarme ou qu'on soit manifestant. Je constate simplement que c'est les manifestants qui meurent en priorité. Ce qui me gêne, c'est que des manifestants, des policiers, des intervenants, des forces de l'ordre sont suspendus, mais on n'a interpellé personne à la suite de Sainte-Soline. Si, bien sûr que si, il y a énormément de gens qui ont été interpellés. Et quand ils sont interpellés, ils sont libérés. Ouais, enfin, en même temps... Non, mais c'est un scandale. Non, mais il y a une narration. Écoutez, quand vous avez le monopole de la violence légitime, vous devez en faire un usage, et vous le savez très bien. Faut-il pouvoir le faire, écoutez, moi, je ne veux pas recommencer sur ces histoires-là. Je n'ai pas du tout envie
je ne suis pas une adepte du chaos. J'aime la police républicaine. Je dis juste que parce qu'elle doit être exemplaire, on a fait n'importe quoi pendant 2 ans avec les Gilets jaunes. Il y a des dizaines de gens qui ont perdu ou un œil. Mais écoutez, vous ne pas faire un débat. Comme s'il n'y avait personne en face. Mais Jérôme Rodriguez, il méritait de perdre un œil. Après, il y a peut-être un autre sujet. Personne ne le mérite. Voilà. Il y a peut-être autre chose. On a le droit de considérer que lorsqu'il y a les forces de l'ordre, ceux qui leur résistent prennent des risques. D'accord, et alors Est-ce que vous trouvez normal qu'on balance le fait que le jeune homme qui est en train de mourir, là certainement, qui a été opéré en toute urgence, les secours ont mis 5 heures pour arriver, il a perdu un temps considérable, on l'a ventilé sur place, il fallait l'évacuer. Est-ce que vous trouvez normal que la police balance son casier judiciaire, qu'il n'a pas d'ailleurs, c'est simplement un militant écologique? Le passé de ce gars est effrayant. Excusez-moi, le passé de ce gars, il n'y a rien qui est effrayant, parce que pour le procureur général que vous êtes, vous trouvez, donc ça veut dire il l'a bien cherché? Non, François, il n'a pas dit ça. J'ai dit le contraire. Mais il faut que vous soyez aussi objectif. Je suis objectif. Cet homme est fiché S, il a participé à tous les désordres et à toutes les violences depuis des années. Pas des enfants de cœur, quand même, quelqu'un de très dangereux. Qui parle d'enfants de cœur? Après, peut-être que je peux vous interrompre. Je peux vous interrompre. Priscilla, elle a des trucs à dire. Non, on n'a pas le temps. Une seconde, vas-y. Non, mais j'allais dire, ça illustre le fait qu'on ait les forces de l'ordre contre la population, et ça, c'est un gouvernement qui. Bien sûr que si. Il y a des conditions qui sont mises en place quand même pour que les gens se montrent les uns contre les autres. Vous raisonnez comme si les forces de l'ordre tout à coup décidaient d'intervenir. J'ai beaucoup discuté avec. Et ils ont quand même un avis derrière. Est-ce que tu trouves normal, s'il vous plaît, Philippe, est-ce que tu trouves normal qu'on recommence? Alors là, je suis d'accord avec Cécile, le parallèle avec les Gilets jaunes, il est là, qu'on recommence et qu'on redemande aux policiers de régler un problème politique et social. C'est ça le sujet. On en fera un débat, parce que là, on a passé de 2 minutes. On en fera un débat, parce que sinon, c'est nous qui allons payer. Mais bon, c'est pas très grave. 0826 300, merci Philippe Bilger, merci Françoise de Gaulle, merci Priscilla Ludowski. On revient dans un instant, ne bougez pas. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, le conflit. S'il vous plaît, je suis du côté de la légitimité. Mais toi, tu es du côté de l'ordre, on sait très bien, évidemment. Non, de l'ordre. Oui, mais Philippe l'a dit. C'est quoi la légitimité pour toi? On a pris. Ah non, mais moi, c'est quoi la légitimité pour toi? La légitimité, c'est que les forces de l'ordre tirent sur le cortège de tête syndicat quand ils arrivent à Opéra la semaine dernière. Françoise, que lorsqu'on a une manifestation interdite, on y va. Mais moi, je te réponds sur la légitimité. D'accord. Eh bien, alors, parlons de la légitimité, puisque nous sommes dans ce débat. La légitimité, c'est que les forces de l'ordre tirent sur le carré syndical qui arrive jeudi dernier, place de l'Opéra, des lacrymos et des grenades de désencerclement. Est-ce que c'est la légitimité? Oh non, sois sympa. Mais attends, mais quelle étrange manière d'opposer à une normalité républicaine les quelques dérives qui ont été constatées. C'est pas une dérive de tirer sur le carré syndical, Philippe. C'est une volonté. Allez, c'est un choix. Les amis. C'est un choix. Tu les vois arriver. Dissuader les gens, c'est un choix. Il faut quand même reconnaître Laurent Berger et Philippe Martinez, rien qu'à la moustache. Je sonne la fin de la partie, les amis. On est sur Sud Radio. Il y a marqué Parlons vrai. Et c'est ce qui se passe. Voilà, ça c'est du dialogue. Françoise de Gaulle rêve de transformer le studio en ZAD. Je sais pas, parce que ça c'est la connerie, c'est votre connerie de caricature. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je dis qu'il y a des choses qui doivent être absolument, pardonnez-moi, doivent être mises au clair. Je crois qu'on a compris. En toute voilà. En tout calme. Le tour de table de l'actualité des savoirs. Tu sais à quoi je pense? Je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison, c'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. Et en parlant de voilà, Philippe Bilger. Philippe Bilger. J'en suis au point de ne plus me souvenir. Philippe, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. 2 influenceuses moquées parce qu'elles manifestent. Est-ce sexiste? Je suis tombé par hasard, et vraiment par hasard, sur je lis un gros clash. Cyril Hanouna défend 2 influenceuses. Je vais regarder et elles ne sont pas vraiment mon genre, objectivement, sur le plan... T'es sûr de ça? Sur le plan pulpeux, de l'apparence, de la tenue, tout ça. Mais simplement, quelqu'un à Quotidien s'est moqué d'elles parce qu'elles avaient décidé de manifester contre la loi sur les retraites en disant des formes, mais pas de réforme. Alors,
tout le monde a le droit de participer, d'aller dans les manifestations. Absolument. Et la dérision, finalement, la moquerie sur des êtres dont on sent que peut-être que le qui n'est pas la force principale, me paraît un peu discutable. On ne sait pas. Je les ai un peu écoutés. Je t'assure. Ouais. Non, mais toi, tu les défends. Nous, on est mieux. Oui, mais nous, de toute façon, c'est normal, on est au-dessus. Même Philippe et moi. Je ne m'en moquerai pas de cette manière. Alors, elles ont peut-être une manière un peu vulgaire de se présenter, mais elles ont le droit d'aller manifester. Ouais, absolument. Mais alors, merci de dire ça, parce que le mépris, c'est ça le problème. Et Hanouna les a défendus, mais je pense qu'il a eu tout à fait raison de le faire. L'espèce de mépris consommé de ce qu'on peut appeler l'élite, dont nous faisons partie, malheureusement, mais en tout cas, j'espère que nous n'en avons pas les travers. Ce mépris que j'ai vu l'autre jour sur BFM, Pascal Perrineau, un dialogue surréaliste entre Pascal Perrineau et Fogg, se moquant des éboueurs, se moquant des gens qui manifestaient, avec une morgue. Si on faisait une interrogation dans les manifestations, il n'y aurait pas grand monde pour répondre sur le 49.3, on aurait dit le meupet de chaud, et je suis d'accord. Ça, tout cela, en plus, vous voyez, cette espèce de mépris, c'est pas très malin. Participe aussi de la rupture générale et de la colère. Moi, je trouve, vraiment, toute personne mérite d'être respectée d'où qu'elle vienne et où qu'elle soit. C'est nos différences qui nous rassemblent, bien entendu. C'est vrai. Président, vous voulez réagir peut-être? Oui, j'ai vu les extraits. Je trouve ça nul de leur part de se moquer de ces personnes-là. Déjà pour plusieurs raisons, parce que on se plaint des violences, mais quand il y a des personnes qui dansent ou qui tournent un peu, qui attirent un autre type de public, ça dérange. Alors que là, elles ont quand même une grosse base de followers. Donc potentiellement des gens qui les suivent, potentiellement des gens qui se demandent ce qui se passe dans la rue, et donc en fait c'est utile à la lutte aussi. Donc c'est ridicule de leur part, je trouve. Je suis d'accord. Et puis chacun s'habille comme il veut et aussi au passage. Surtout ça. La presse étrangère qui vous dites qui massacre Macron. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Qui massacre la France et Macron. Surtout, oui. Enfin, moi massacre non, mais en tout cas qui voilà. Enfin, quand vous avez quand vous avez le grand journal le soir, le grand journal belge, qui est l'équivalent du Monde, qui dit le général est nu et n'est pas le général de Gaulle qui veut, je trouve que c'est pas formidable. Quand vous avez le Financial Times qui a été vraiment, ça a fait partie de cette presse qui a porté Macron au nu pendant des années. Le Financial Times faisait des papiers dithyrambiques sur voilà celui qui va sauver l'Europe. Le Financial Times parle de l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, autoritarisme et le caractère désormais insupportable de la personnalité d'Emmanuel Macron. Ils sont pas tendres, dans le papier d'hier. Si on parle du Washington Post, qui est quand même un journal plus que conservateur, c'est également sur Macron et sur la France. Et le questionnement sur les violences. Le Washington Post, qui est quand même, je le redis, journal conservateur, rien à voir avec le New York Times, qui s'interroge sur la façon dont on maintient l'ordre en France. On est bien que le monde entier, non seulement regarde, alors ça crée de la solidarité. J'ai vu que le syndicat des travailleurs britanniques soutient le mouvement. Avec le hashtag Be More French le week-end dernier. La Belgique aussi. J'ai vu que Israël, eux, ils ont réussi à faire céder Netanyahou en une nuit sur sa réforme complètement délirante de la justice. Les Israéliens faisaient des gros clins d'œil aux Français en mode donc c'est vieux comme la démocratie. Je pense que c'est même rien que pour ça. Emmanuel Macron est très attaché, plus encore que pour son premier mandat, à son image à l'international. Et je pense que comment ne peut-il pas comprendre qu'il ferait une intervention solennelle en disant « Je suis le garant de la concorde civile. Je comprends que cette loi déchire ce pays. Je décide de la mettre en pause parce que j'aime ce pays. » Mais comment ne comprend-il pas qu'il prend 15 points ou il en regagne 10 d'un coup? Moi, je signe, j'applaudis. Mais c'est ça qui est intéressant dans cette personnalité, c'est que tout le monde le lui dit. Il n'écoute pas. Mais il a dit dans son discours, il a dit je sais. Il disait implicitement je sais les choses, vous non. En fait, c'est ça le message. C'est ça. Il y a quelque chose qui s'est brisé sur Emmanuel Macron à l'international. Alors, il y a encore que les journaux français et les plateaux de télévision français pour dire qu'il est absolument génial et qu'il bluffe tout le monde. Ça n'est plus le cas depuis très longtemps. Mais maintenant, les journalistes à l'international le disent. Il y a une forme, il a tellement irrité, en fait, dans les sommets internationaux en mode monsieur je sais tout, comme ce qu'il fait en France, que je pense qu'il y a une vraie jouissance, en plus de la presse étrangère, à se moquer de lui et à pouvoir... Ce que dit
la presse en général, c'est la colère contre Emmanuel Macron. C'était déjà le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes quand même. Le hiatus entre l'image de lui-même et la réalité. Vous avez totalement raison. On a très peu de temps pour Priscilla. Vous voulez revenir sur ce projet de centrale électrique en Guyane qui fait écho justement à Sainte-Soline. Oui, en fait, ça rappelle ce qui s'est passé à Sainte-Soline avec les méga-bassines. C'est en fait CEOG, la centrale électrique de l'Ouest guyanais, où il y a un village, Prospérité, dont les habitants en fait se mobilisent et se sont mobilisés encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps pour empêcher que ce projet ait lieu. Il veut simplement que ce soit déporté. Parce que c'est quand même 78 hectares de forêt qui vont être détruites. Oh là là. Et donc du coup, voilà, ils se mobilisent. Le souci là-dedans, ce qui est intéressant à noter, c'est que d'un côté, il y a la région et les promoteurs qui disent, les constructeurs qui disent, mais bon, en fait, on s'est concerté avec les gens, on a discuté avec les gens, on leur a proposé d'autres terres ailleurs, etc. Et de l'autre côté, le conseil coutumier et puis les habitants qui disent, mais en fait, on demande que ce soit juste déporté. Et la concertation, elle n'a pas été faite comme il fallait. Donc c'est toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours un sujet de délibération, de concertation, de démocratie. Et c'est avec ça se passe où là que je vais aller me renseigner dans la Prospérité. Il y a eu 5 arrestations le 10 mars de manifestants, on va dire. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet aussi. C'est aussi très intéressant. Éclairer avec une centrale électrique, c'est cohérent. Bah oui, c'est ça. Mais je vais vous la couper la route. Le coup de projecteur. Dans un instant, selon les chiffres de la police, le nombre de manifestants est un petit peu en baisse. Et pourtant, on sent une certaine mobilisation. On sera en direct un petit peu partout en France avec nos avec Clément Arion, Mathilde Julien et Louis de Kergorlet. Donc on va faire un vaste tour. Et vous, si vous nous entendez bien sûr au 0826 300 300, venez nous raconter ce qui se passe. Vous venez nous dire que vous voulez pas manifester parce que vous êtes peut-être les seuls à vouloir de cette retraite. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, c'est Sud Radio. Vous savez, parlons vrai. Ici, c'est votre numéro 0826 300 300. Si vous avez envie de vous exprimer, on vous accueille avec grand bonheur. On va revenir sur ces manifestations. Si vous appréciez Françoise Legois. Voilà. Et si vous appréciez Philippe David, vous n'êtes pas bienvenu. Voilà, je vous le dis tout de suite. J'adore ça. En fait, on s'aime tous malgré nos désaccords. C'est ça, c'est l'amour vache. Mais sur le jeu de table, mon petit. Les amis, on y va. Selon les chiffres de la police, le nombre de manifestants pour cette 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites serait en baisse. En tout cas, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va faire un point important, Philippe, c'est la mobilisation qui prend un autre visage, c'est la jeunesse qui s'engage dans les cortèges. Oui, et on va prendre tout de suite la direction de Paris, le cortège où Clément Arion est envoyé spécial Sud Radio. Bonsoir Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir à tous. Bonsoir, alors Clément. Comment est la mobilisation et est-il vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ? Alors, comme vous l'avez dit, un gros recul de la participation, 450 000 au lieu de 800 000 jeudi dernier. Mais en effet, beaucoup de jeunes, beaucoup de mobilisations avec des pancartes et également des mobilisations interfac, également des lycéens. J'ai discuté avec certains d'entre eux et ce qu'ils me disaient, c'est que le 49.3 les a révoltés. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'ils viennent dans la rue. Et certains ont l'impression aussi d'être délaissés et ils ont aussi des revendications plus propres à eux, comme Parcoursup, etc. Et on sent qu'ils ont rejoint le mouvement. Alors maintenant, on verra ce qui se passera pour les jeunes. Et c'est une mobilisation dans le calme pour l'instant ? Alors calme, je dirais pas ça. Il y a eu quelques heures aux alentours de 17h sur le boulevard Voltaire. Le cortège qui pour le moment était calme et se passait bien. Et il y a eu évidemment sur tout le cortège de nombreux feux de poubelle. Et suite à un pillage d'un relais Leclerc, les forces de l'ordre sont intervenues, notamment face à des black blocs. Je crois qu'on dénombre 22 interpellations ici à Paris. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, parce qu'on parlait de différentes colères, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont évoqués dans cette manifestation ? Alors, on parle beaucoup évidemment de la réforme des retraites encore, mais c'est surtout le 43 qui prédomine, et notamment chez les jeunes, comme je l'ai dit. Et on parle également, il y avait énormément de pancartes au nom de la personne d'Emmanuel Macron et également envers Elisabeth Borne. Voilà, on sent que c'est deux figures qui sont très contestées dans les manifestations. Françoise Degois veut réagir. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. J'ai pas bien compris. Vous dites qu'il y avait beaucoup plus de jeunes. Est-ce que vous avez entendu l'autre revendication de la jeunesse ? Parce que on parle beaucoup du 49.3, des retraites, de Parcoursup, mais également du service national. Figurez-vous que le SNU, c'est quelque chose qui vraiment, a priori, est un moteur de contestation. Est-ce que vous l'avez entendu ça, Clément, dans le cortège avec les jeunes ?
Alors pour être honnête, non, j'en ai pas du tout entendu parler, Françoise, mais pour moi c'était vraiment 49.3 et également Parcoursup, c'est le moment d'ailleurs pour les jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup et qui ont leur réponse. Très bien, merci. Donc, merci de votre Clément, il est difficile de distinguer, évidemment, en voyant tous ces jeunes, ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que dans le lot, vous sentiez un véritable esprit partisan de gens très mobilisés, motivés, ou des jeunes qui sont venus, par exemple, pour la première fois dans une manifestation pour faire nombre? Alors pour beaucoup, c'était la première ou la deuxième fois pour ceux que j'ai rencontrés. Évidemment, donc le 49.3, il y avait aussi certains qui ne savaient pas vraiment pourquoi ils étaient là. Ils m'ont confié que voilà, leurs enseignants, notamment à la fac, sont en grève et du coup ils suivent. C'est aussi par rapport à un esprit de solidarité, etc. Certains m'ont parlé de leurs parents exactement qui étaient aussi mobilisés. Donc ça suit le mouvement. Certains sont très mobilisés et très politisés, certains pas du tout. Et ils suivent finalement le mouvement général. Est-ce qu'on entend de futures mobilisations, des dates qui pourraient arriver, des reconductions? Est-ce que pour l'instant, on n'a pas de suite à cette mobilisation? Pour l'instant, pas vraiment de suite. Certains de la CGT m'ont parlé de samedi. Alors on verra ce que ça donne. Et pour les jeunes, ils me disaient aussi qu'il y aurait certainement des blocus dans la semaine et la semaine prochaine qui sont prévus au niveau des organisations lycéennes et étudiantes. Vous restez avec nous, Clément. On va partir dans le sud avec Mathilde Julien. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Mathilde. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous étiez à Sète. Vous avez fait un point sur toutes les villes du sud. Comment ça s'est passé déjà à Sète? Alors écoutez, à Sète, comme d'habitude, c'est très bon enfant, c'est très détendu, c'est beaucoup de personnes retraitées, pas énormément de jeunes, il y avait quand même quelques lycéens, mais le gros de la jeunesse, vous savez, elle va plutôt manifester sur Montpellier. Donc à Sète, c'était une bonne ambiance. Seulement, le mot est passé pendant la manifestation via la CGT de l'Union locale de Sète et du Bas-Sainteau. Le mot était passé pour un rendez-vous dès 14h au dépôt de carburant à Frontignan. Et là, la situation s'est nettement tendue avec près de 300 personnes qui ont tenté de bloquer le rond-point d'accès à ce dépôt de pétrolier. Et un incendie s'est déclaré dans la garrigue. Ça commence à faire polémique. Un incendie. Et selon plusieurs témoins manifestants et Ligue des droits de l'homme, ce serait à cause d'une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre au moment de leur intervention pour repousser les manifestants. Le préfet de l'Hérault, lui, renvoie la responsabilité aux manifestants et les pompiers sont intervenus. L'incendie est maîtrisé. Le trafic, qui était très fortement perturbé, bloqué, vient de reprendre. Du côté de Montpellier, c'était calme. Une mobilisation aussi en baisse, mais des manifestants nombreux, notamment des jeunes. Ils étaient 2000 étudiants et lycéens à Montpellier sur 10 000 manifestants selon les forces de l'ordre, 20 000 selon les syndicats. Pas de débordement, mais plusieurs coupures d'électricité vers 13h dans le centre-ville. 2700 clients étaient privés de courant. Des actes de malveillance selon la préfecture et Enedis a condamné un acte illégal. Ensuite, on peut faire un petit tour en Midi-Pyrénées avec 17 manifestations aujourd'hui. Une mobilisation aussi en baisse à Tarbes, à Millau, à Rodez, à Foix, mais à noter des actions particulières comme un nouveau blocage des entrées principales à Foix. À Millau, entre 350 et 400 personnes qui sont positionnées devant le péage du viaduc, à l'appel de la Confédération paysanne ou de la NUPS. Et puis à Toulouse, je ne sais pas si vous avez vu de grosses tensions là en fin de manifestation, 150 000 personnes selon les syndicats, 25 000 selon la police. Et actuellement, il y a des incendies qui se déclarent sur les grands boulevards. Toulouse qui a été marquée par les violences jeudi dernier. Oui. Et c'est à noter, il y a eu la volonté, selon des journalistes sur place, la volonté des forces de l'ordre de séparer les Black Blocs qui étaient positionnés en tête de cortège, les séparer du reste des manifestants pour éviter peut-être des amalgames ou que la violence atteigne des enfants ou des personnes âgées, comme on a pu le voir jeudi dernier à Toulouse. Toutefois, la police a quand même fait usage de gaz lacrymogène en masse, et ce, avant la fin de la manifestation, ce qui a provoqué un peu de panique. Et là, la manifestation se poursuit avec, comme je vous disais, des incendies et des troubles peut-être à venir, donc à suivre pour cette soirée, la suite de la mobilisation à Toulouse, où il y avait aussi beaucoup de jeunes, évidemment, des milliers de jeunes. D'accord. Oui. Il y a aussi beaucoup de lycées partiellement bloqués. Est-ce qu'on entend cette main tendue de Laurent Berger, de Philippe Martinez à Emmanuel Macron? Qu'est-ce que disent les gens? C'était tout frais, moi.
Oui, ce matin à 10h30, c'était encore tout frais. On avait entendu Laurent Berger sur France Inter. On a ensuite entendu Philippe Martinez confirmer qu'il appelait lui aussi à une médiation. Toutefois, c'est assez partagé. Alors, les manifestants à qui j'ai parlé étaient des personnes syndiquées, que ce soit FO, Sud Solidaire, CGT, CFDT. Ils comprennent l'idée de tendre la main, de proposer une voie de sortie, mais ils sont assez pessimistes. Savent que le gouvernement est inflexible et donc ils ont très très peu d'espoir, sachant que la condition de l'intersyndicale, c'est que le gouvernement recule sur l'âge, et ça ils savent, les manifestants, qu'Emmanuel Macron ne compte pas reculer. Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui, il a ses fins de non-recevoir pour cette médiation. Donc la plupart disent qu'il faut maintenir la pression. J'ai même eu un commandant de police à la retraite, ancien directeur d'une section de renseignement, qui me disait que seul le rapport de force pourrait faire plier le gouvernement. Et voilà. Donc la plupart veulent maintenir la pression, mais comprennent quand même. Certains ont peur en fait que le mouvement déborde les syndicats avec la jeunesse, avec une forme de radicalité dans les manifs, et que ça mène à une situation difficile. Ingérable. Donc une voie de sortie, voilà, ingérable. Une voie de sortie, c'est important, avec cette crainte que ça doit être la crainte peut-être de Philippe Martinez et de Laurent Berger, c'est que ça dépasse le cadre des cortèges syndicaux pacifistes, et que ça déborde. Restez avec nous. Mais ils ont peu d'espoir, ces manifestants. Très peu d'espoir. Restez avec nous, Mathilde. Est-ce que vous pensez que les jeunes, Françoise ou Philippe ou Priscilla, peuvent faire basculer les choses, qui sont peut-être plus véhéments finalement? Ils ont déjà fait basculer. Je voudrais dire que, bien sûr, on parle du fait qu'il y ait beaucoup moins de monde, mais ça reste quand même des étiages extrêmement élevés. Là, on dit effectivement 800 000 au lieu de 450 000 au lieu de 800 000. Oui, ça reste quand même des manifestations énormes, et il est tout à fait normal dans un mouvement qu'il y ait des jours où ce soit un peu moins. Je rappelle également que ça commence à peser lourd. D'ailleurs, les éboueurs de la ville de Paris s'arrêtent à cause de ça, parce que la fin du mois arrive et leur fiche de paye, ça va être vraiment dérisoire. Donc ils ont vraiment, un commentaire dans ce domaine, vous permettez. Ils ont vraiment donné, vraiment. Les grévistes ont vraiment donné. C'est il faut vraiment nous-mêmes donner aux caisses de grève. Ludovic de Mathieu, un auditeur fidèle, qui nous dit moins de monde à Saint-et-Rochefort sur la Charente-Maritime, où certains m'ont informé de ne plus pouvoir à cause de la perte de salaire. J'ai également constaté par les réseaux sociaux que les blocages étaient moins bien perçus. Le gouvernement pourrait gagner par le pourrissement. Vous êtes d'accord, Priscilla Wysocki? C'est sûr que dès lors qu'il y a des blocages, comme quand les mobilisations ont commencé, le porte-parole du gouvernement disait voilà, vous bloquez les gens, vous les empêchez d'aller bosser, vous les empêchez d'aller se soigner, etc. Donc en fait, ils gagnent l'opinion publique, ils tentent de gagner l'opinion publique comme ça. Et oui, je pense que la jeunesse, en fait, peut faire changer les choses, parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de manifester pour manifester. Ils veulent du résultat, et ils le veulent vite. Johan, vous qui êtes très jeune, quand vous écoutez ce qui se passe de cette jeunesse finalement qui commence à se mobiliser, à prendre le relais, est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie un petit peu en disant qu'ils ont peut-être rien à perdre? C'est un peu leur force aussi, c'est que les pouvoirs n'ont pas la même mise sur la jeunesse. Ils sont peut-être par nature plus incontrôlables, parce qu'ils n'ont pas de fin de mois à assurer. Ils ont certes, et je trouve ça très fort dans notre jeunesse aujourd'hui, c'est qu'ils ont des idéaux qui sont quand même assez bien marqués. Que ce soit en termes politiques ou écologiques. Donc ils ont des revendications, et souvent des revendications qui sont sensées, et avec un à-propos qui est très intéressant, qui est construit et qui est sensé. Donc oui, ils peuvent faire basculer les choses. Je pense que le mouvement globalement est en train de se transformer. Comme vous le disiez, les grévistes qui ont tout donné, ils commencent à avoir les fins de mois qui arrivent, ça va être compliqué. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de retraités aussi dans la rue. Donc c'est un mouvement qui se transforme. Le voir que par le prisme des chiffres, c'est incomplet. C'est une erreur. C'est complètement incomplet, effectivement. Par contre, effectivement, il faut faire attention à cette montée de la violence dont je tiens en partie le gouvernement pour responsable. À force de ne pas écouter les gens, ils montent aussi en exaction. Faire attention effectivement à ce mouvement de la violence pour effectivement éviter de se retrouver après dans un débat, de dire qui est pour, qui est contre, qui est gentil, qui est méchant.
Je voulais juste te dire sur le retournement de l'opinion, j'en parle avec beaucoup de sondeurs et de spécialistes d'opinion, cette fois-ci, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Même s'il y a des blocages, le rejet est tellement massif que si le gouvernement parie sur le retournement de l'opinion, il se trompe. Et on a bien vu que même avec les Gilets jaunes, même avec les violences, même jusqu'à la fin du mouvement, l'opinion restait majoritairement favorable à ce mouvement. Un dernier petit mot, Clément, qui est à Paris, à Nation. Est-ce que finalement la mobilisation, les gens rentrent chez eux ou il y a toujours une forte mobilisation ? Alors, tout le monde arrive sur la place de la Nation, évidemment. Le cortège était quand même immense, 450 000 sur les syndicats, ça reste immense, même si c'est moins que la semaine dernière. Les gens commencent à rentrer chez eux pour le moment et pas de débordement à signaler, c'est plutôt calme. Eh bien, merci beaucoup. Mathilde, pareil ? Mathilde, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez ? Oui, très bien. Très bien. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez sur les jeunes. Moi, j'étais hier à Montpellier avec des jeunes, des militants du Point Levé ou du SCUM, le syndicat de combat universitaire de Montpellier, et ils avaient bien conscience du rôle clé qu'ils ont à jouer. Certains estiment qu'ils sont un peu la planche de salut en fait de cette contestation. Ils savent très bien qu'ils rendent difficile le maintien de l'ordre. Et j'avais une militante du Point Levé qui disait avoir été extrêmement choquée par Sainte-Soline, comme beaucoup de jeunes, et elle disait que loin de décourager, au contraire, ça remettait un peu de motivation à ces jeunes qui savent très bien que le gouvernement veut jouer l'intimidation, le découragement, et ça ne les empêche pas. Et elle me disait, cette jeune fille, Tiffaine, étudiante en théâtre et militante donc au Point Levé, qu'il fallait que les grévistes, les jeunes, aillent aux côtés des grévistes sur les piquets de grève, qu'il fallait vraiment une convergence étudiante. Voilà, c'est l'inspiration mai 68, hein, ça n'est pas nouveau, mais en tout cas, ils en avaient bien conscience, ces jeunes, du rôle clé qu'ils peuvent jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde Julien et Clément Rion. Merci Clément Rion, merci beaucoup Mathilde Julien. Vous restez avec nous dans un instant. On va à Paris avec Louis de Cargolex avec nous. Et puis vos appels 0826 300 300. À tout de suite. C'est la dernière ligne droite des vraies voix. Et dans un instant, on parlera emploi avec Jérôme Laverny. En attendant, on est bien dans les mobilisations. On reste avec Philippe David, Philippe Bilger, Françoise Degois et notre amie Priscilla Ludowski. C'est pour Priscilla que vous dites ça, malheureusement ou c'est... Non, malheureusement, moi d'être là, malheureusement, on est avec Philippe David jusqu'à 19h. Malheureusement. Mais vous pouvez vous en aller. Non, permettez-moi, virgule, malheureusement. Nous sommes Priscilla, qu'est-ce que tu... direct, bien sûr, avec Louis de Cargolex. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bonsoir Louis. Merci d'être avec nous Louis. Vous êtes en direct. Alors, comment se passent les manifestations ? D'abord, vous êtes où ? Vous êtes à Paris, mais où à Paris ? Écoutez, là, je suis actuellement sur la place de la Nation. La manifestation doit officiellement prendre fin d'ici une dizaine de minutes. On peut dire que globalement, elle s'est déroulée dans le calme, à l'exception d'un incident notoire, à savoir donc le pillage d'un Leclerc par des manifestants donc sur le boulevard Voltaire, sur les coups de 16h30. Dans la foulée, le feu a été mis à des poubelles et à des biens pillés dans le supermarché. Donc les forces de l'ordre ont dû intervenir, un coup de charge, de gaz lacrymogène, pendant à peu près 1 heure sous les huées, les projectiles des manifestants. Mais je demandais aux médecins sur place, en dehors de gorge, j'ai dû hériter rien de grave à signaler. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas constaté de comportement violent de la part des policiers envers les manifestants, après avoir la suite que vont prendre les événements. Oui, ça peut durer dans la soirée. C'est plutôt une bonne nouvelle déjà. Ah, oui. Désolé pour le supermarché Leclerc, mais c'est généralement un peu plus tard que ça arrive. Vous allez continuer à les suivre, Louis ? Oui, je vais encore rester, je pense, 1 heure ou 2, voir comment ça se passe. Mais là, les gens commencent à rentrer tranquillement, donc pour l'instant, j'ai une question, Louis. Allez-y, Françoise. J'ai une question. Contrairement à la semaine dernière où la police avait été complètement débordée, et ça, c'est pas de sa responsabilité, par les Black Blocs, le Black Bloc qui s'était créé en 2 parties. Là, aujourd'hui, vous avez senti qu'ils ont réussi en fait à prévenir le Black Bloc et à le prévenir surtout qu'il se forme pas. Vous avez vu ça, Louis, ou pas ? Alors j'ai vu quelques-uns de membres de Black Bloc qui essayaient, s'étaient enfuis en fait après avoir pillé le Leclerc. Globalement, j'ai trouvé que la police agissait de manière assez maîtrisée. Ouais. Pas d'actes considérés comme on a pu voir, ou d'interpellations un peu violentes. Donc non, pour l'instant, j'en trouve que c'est assez bien géré. Louis, on a parlé... Vas-y. Je pense que Philippe Bilger a raison. C'est la folie du trajet de la dernière fois. C'était ça. Le problème était ça, la folie d'atterrir sur une place aussi petite. J'avais demandé, on m'avait indiqué qu'on ne souhaitait pas que les mêmes aient les désagréments tout le temps. Une volonté d'équité. Louis, une question. On a eu
Mathilde Julien qui nous racontait qu'à Toulouse, les Black Blocs avaient été isolés. Vous en avez parlé, mais on a dit qu'il y aurait un nombre de policiers record à Paris, 5500 rien que pour Paris. Vous avez pu constater cette augmentation du nombre de forces de l'ordre ? C'est vrai que c'était assez impressionnant en fait quand on arrivait par tous les accès du coup à la place de la République. En fait, vous aviez tout un cortège en fonction des axes où vous arriviez, avec des policiers présents. Voilà, un immense cortège qui était assez impressionnant, je dois dire. Donc ça montrait bien que voilà, les forces de l'ordre étaient présentes sur place et elles ont su intervenir quand il le fallait. Et vous avez croisé beaucoup d'étudiants ou plutôt c'est plutôt familial là où vous vous trouvez ? Alors il y a globalement de tout, mais c'est vrai que la population étudiante était assez au rendez-vous. Voilà, beaucoup de cris, de chants, parfois antifascistes. Mais voilà, la population étudiante était assez bien représentée aujourd'hui. Oui, et Priscilla Ludowski. Oui, j'ai une question par rapport aux pancartes. Est-ce que voilà, on est sur la réforme des retraites, mais est-ce que vous avez vu des pancartes qui parlent encore de démocratie avec des revendications fortes pour un changement démocratique ou pas ? Il y avait vraiment de tout. Alors à prendre au premier ou au second degré, il y avait évidemment l'appel au retrait de la réforme, des appels à la destitution du président. Il y a aussi des choses assez injurieuses envers les forces de l'ordre. Il y avait vraiment de tout aujourd'hui. Du 49.3, un petit peu ? Oui, du 49.3, oui. C'est ça, un petit peu avec un glissement quand même sur Emmanuel Macron ou pas ? Parce que c'est peut-être aussi un fantasme de journalistes et d'éditorialistes. Nous, on a le sentiment que depuis le 49.3, les manifestations ont glissé aussi sur la manière de gouverner du président. Au fond, on parle très peu d'Elisabeth Borne dans les cortèges. On parle surtout de Macron. Est-ce que vous l'avez senti, ça ou pas ? Écoutez, oui, il y en a beaucoup pour Emmanuel Macron, mais un peu aussi pour Elisabeth Borne. Voilà, il y a eu beaucoup de grandes figures en carton-pâte. Alors que j'ai en tête une Elisabeth Borne qui avait un grand bonnet d'âne ou un Macron avec une tête qui sortait d'une poubelle. Donc non, les deux sont assez bien représentés. Avec les éboueurs. Voilà, super. Intéressant. Merci beaucoup Louis de Carport-Lait d'avoir été. Ils sont excellents. Faites attention à vous, bien entendu, parce que vous êtes important pour nous, pour Sud Radio. Merci beaucoup en tout cas à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Merci Philippe Bilger, à demain. Merci Françoise Degois, à jeudi. Priscilla Ludowski, à très bientôt. Et vous, bien entendu. Dans un instant, on va parler emploi avec Jérôme Laverny. Philippe David. Non, parce qu'on reste ensemble. Hein. Philippe David. Je ne connais pas cette personne. Elle ne sait pas qui c'est. Elle ne l'a jamais croisé. Je ne connais pas cette personne. Allez, restez avec nous. On est ensemble avec Jérôme Laverny jusqu'à 20h. À tout de suite.